Pourquoi cette importance du site? Donc le site d'Audenat dispose de plusieurs avantages qui ont favorisé les actions de sa mise en valeur depuis 1993. D'abord la proximité de la capitale. Donc le site est aussi proche des grands pôles touristiques, Hammamet et Sousse, et l'accessibilité du site est bonne, soit en passant par le Mourouge, puis prendre la route des Agons et bifurquer au niveau de la village de Bourbia en logeant la caserne d'Audenat, soit en passant par le Mourouge, puis prendre la route de Garcelle-Rivière, donc le site est environ 4 km de Rivière, soit enfin par voie ferroviaire en prenant le train Vars et descendre à la station d'Audenat. Donc le deuxième atout, c'est la qualité et l'importance archéologique de ce site-là. Ce site est parmi les plus importants à l'échelle nationale, aussi bien par le niveau de l'étendue des ruines, donc c'est environ 100 hectares, de la qualité et le bon état de conservation de ces monuments. Donc on va parler par la suite avec plus de détails. Donc le Capitole est unique dans son genre, avec 4 niveaux. L'amphithéâtre, le 3e en Tunisie, à l'échelle nationale, ça peut contenir jusqu'à environ 17 000 spectateurs. Donc les grands théâtres publics à 2 niveaux. Donc point de vue superficie se situe après ceux de Grand Théâtre d'Antonin de Carthage et les termes d'Adrien à Lexis Magna. Donc c'est environ 12 000 mètres carrés. Le site d'Audenat, ce n'est pas seulement un site archéologique, mais c'est aussi un site naturel, donc épargné par l'urbanisme, donc pas chance, parce que puisqu'il est dans un milieu rural, même le paysage n'a pas changé beaucoup vraiment depuis l'Antiquité. Donc le meilleur moment de visiter le site, c'est à partir du mois de mars-avril au printemps. Sur le plan scientifique, c'est un site dont la majeure partie reste encore à découvrir, à étudier, à fouiller. Donc on estime environ un dixième seulement qui est actuellement fouillé. Tout le reste, c'est encore sous la terre, donc même pour les futures générations. Donc, on va parler actuellement des monuments du site et on va commencer par les monuments du spectacle. Donc, je vais suivre un peu l'itinéraire de la visite du site. Donc, le premier monument à droite en entrant au site, c'est l'amphithéâtre. Donc, bien sûr, l'amphithéâtre, c'est un monument du spectacle consacré au combat de gladiateurs, soit les combats de gladiateurs entre eux-mêmes, soit des gladiateurs avec des animaux sauvages, soit encore des animaux sauvages entre eux. C'est un monument vaste qui nécessite beaucoup d'espace. C'est pour cette raison qu'il est implanté à la périphérie de la ville, comme toujours pour les villes romaines. Les spécificités de ces monuments, c'est qu'ils soient en partie creusés au dépend d'une colline. Les 2 tiers, c'est creusé au dépend d'une colline. Donc les 2 niveaux de gradin, donc le niveau inférieur et le niveau médian, donc ça adosse directement à la colline. Seulement l'étage lactique, le niveau supérieur des gradins sont au-dessus du niveau du sol. Donc ça permet d'économiser beaucoup les frais de construction tout en exploitant le mieux possible la possibilité offerte par la topographie du site qui est un ensemble de collines. Donc les 2 autres composants du monument, c'est d'abord l'arène et un niveau de service en sous-sol. Donc en temps de spectacle, les animaux sont conduits de
descendent vers le sous-sol et à partir des monts de charge, des ouvertures dans l'arène, on fait monter ces des monts de charge et le spectacle commence suite à la couverture du tunnel du sous-sol par des batteries et on jette du sable pour absorber le son et tout ça. Et dès le début, ils ont pensé au problème d'évacuation des eaux. Donc il y a une canalisation d'évacuation des eaux qui débouche sur un oued, donc un cours d'eau qui passe juste à côté. Concernant la datation de ce monument-là, c'est le début du IIe siècle, et donc très vraisemblablement sous Adrien. Donc par exemple une dédicace commémore sous Adrien un don de 350 000 sesterces qui laisse supposer qu'il est lié à son édification. Le monument a connu d'abord un deuxième état d'agrandissement par l'ajout d'une galerie périphérique et le troisième niveau de gradin. Parmi les découvertes intéressantes dans ce monument-là, d'abord une chapelle dédiée à Diane avec une niche. Alors là, on faisait des sacrifices, les gladiateurs faisaient des sacrifices avant le commencement des combats. Aussi, à ce monument-là, on a découvert un bloc de voûte représentant des combats des ours. Donc, normalement, c'est l'ours de l'Atlas et des gladiateurs avec leur nom qui est peint sur ce bloc-là et toute une affiche publicitaire pour les jeux de gladiateurs. Le deuxième monument, c'est le théâtre. Donc, c'est un édifice de forme semi-circulaire. C'est dans la partie nord de la ville. On a juste fait des opérations de nettoyage, quelques sondages pour délimiter le monument. Et actuellement, on peut voir donc la scène, le bâtiment du ciel, l'orchestra, mais les gradins, on n'a rien touché. Donc c'est un monument qui sera normalement fouillé, étudié et publié dans les années à venir. Bien sûr, du point de vue fonctionnel, donc l'amphithéâtre pour les combats des gladiateurs, le théâtre pour les pièces théâtrales, aussi pour les chants, les danses. Quand il n'y a pas un monument spécifique, l'Odéon par exemple, comme à Carthage, donc utiliser le théâtre pour ces fonctions-là aussi. Les monuments religieux, donc le Capitole, c'est le temple principal de la ville, qui est dédié à la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve. C'est parmi les temples les plus imposants de l'Afrique romaine, du point de vue dimension. Par exemple, le temple principal mesure 43 mètres x 27 mètres, par exemple. Et parmi les spécificités de ce monument-là, nous sommes en présence de 3 temples distincts, en fait, comme le cas à Spetla, ou bien dans la colonie d'Italica, ou bien à Rome. Donc, le temple principal dédié à Jupiter, accosté de part et d'autre, donc les 2 temples secondaires à Junon et à Minerve. À côté du niveau de la Céda, le niveau du temple proprement dit, il y a un niveau de podium à double étage, un niveau supérieur, donc accessible de plein pied à partir du forum. Donc le Capitole donne directement sur le forum. Et il y a une grande salle normalement consacrée aux réunions liturgiques, aux cérémonies religieuses. Un niveau inférieur, probablement pour le logement des prêtres
qui sont donc affectés au service du temple. Et il y a un niveau de sous-sol accessible à partir d'un étroit couloir. De même, pour la datation, c'est le début du IIe siècle, probablement à l'époque d'Adrien. Il a connu un deuxième état par l'ajout d'un deuxième mur qui s'adosse contre le mur primitif pour consolider ce mur-là sur trois côtés. Et ce qu'il fallait, il y a eu un problème donc, de solidité de cet édifice-là. Et pour résoudre définitivement ce problème-là, on a créé des piliers très massifs, un grand appareil qui épaulait le deuxième mur qui a été ajouté au deuxième étage. À une époque tardive, donc très probablement ce temple païen a été transformé en une basilique parce qu'on a trouvé des absides, des inscriptions datant de l'époque vandale, et bien sûr le christianisme à partir du IVe siècle c'est devenu la religion officielle, la religion majoritaire dans l'Afrique romaine en général. Et une époque encore plus tardive, on a installé un pressoir à l'huile dans le couloir au niveau supérieur du podium. Concernant l'architecture privée, donc les maisons romaines, tout un secteur d'habitat a été identifié près du secteur de l'amphithéâtre. Actuellement, les maisons qui sont visitables ont été fouillées à la fin du XIXe siècle par Paul Beauclerc, parmi lesquelles la plus fameuse c'est la maison dite des Lapelli ou bien la maison des Carrios. C'est parmi les monuments, les maisons les plus spacieuses. Sa superficie est estimée à 2300 mètres carrés. Donc, a été fouillée entre 1893 et 1896. Et les mosaïques les plus soignées, les plus belles mosaïques, donc à décor figuratif. Donc, le premier pavement représente une scène de vie rurale, un sorte de domaine, avec des scènes de labour, de chasse, la chasse, par exemple, au perdrix, la chasse aux oiseaux, la chasse au sanglier, la chasse à la lionne, et le centre de domaine au milieu. Donc c'est une maison à péristyle, à cour centrale, à ciel ouvert. Sur cette cour donne presque toutes les pièces de la maison. Le deuxième pavement représente les scènes de vendange. Il pavé donc une grande salle d'apparat et au milieu, donc qu'on appelle un emblème, un tableau central. Ça représente le don de vigne à Icarios qui a donné le deuxième nom de cette maison-là, la maison d'Icarios. Donc au milieu, Dionysos, le dieu du vin, Dionysos Fagus, debout, qui tient dans sa main droite une vase et le Thyrse, assis sur son trône Icarios, le roi légendaire d'Attique, et à gauche un esclave ou bien un serviteur qui tient dans sa main une grappe de raisin. Donc selon la légende, donc Icarios a donné refuge à Dionysos dans son royaume. En contrepartie, il lui a donné donc, la culture des vignerons.